OK. Donc, bonjour à tous. D'où on va aborder ce deuxième cours qui va être une suite finalement de l'étude dont je vous mentionnais la dernière fois sur les interfaces. Alors la dernière fois, je vous ai donné finalement toutes les bases fondamentales, je dirais, de tout ce qui est un électrolyte, de voir comment on pouvait, à partir de certaines, je dirais, figures bien précises, comme dans certains cas la constante électrique ou la viscosité, comment on pouvait finalement avoir une idée sur le choix des électrolytes et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais continuer cela et plus m'intéresser aux interfaces, leur croissance, leur formation et leur développement. Alors, vous vous rappelez certainement, la dernière fois, je vous ai montré une diapositive dans laquelle je vous avais dit, surtout, il faut s'en rappeler. En effet, celle-ci est l'élément clé de ce cours. Où est-ce que vous avez ici les orbitales frontières, le fenêtre d'orbitales frontières de l'électrolyte, avec les niveaux de Fermi des électrodes qu'on va considérer. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, on a le niveau de Fermi des électrodes, que ce soit l'électrode négative ou l'électrode positive, va bien au-delà des orbitales frontières. Et ça, eh bien, je vous avais montré la dernière fois que c'est une situation illicite pour la création de ces interfaces, c'est-à-dire de ces dépôts qui vont avoir lieu autour des particules, comme on peut voir ici, soit à l'électrode positive ou à l'électrode négative. Eh bien, la question qu'on va se poser, c'est finalement comment contrôler, maîtriser ces interfaces, cette fameuse SEI, que la dernière fois j'avais oublié de vous mentionner, qui est la Solid Electrolyte Interface, c'est-à-dire un composé ionique tout solide qui va pouvoir conduire les ions, mais pas les électrons. Et dans ce domaine, dans le domaine des accumulateurs ion-lithium, il y a eu de nombreuses années de recherche, même plus de 25 ans de recherche, qui ont englobé les électrolytes, la chimie de la surface et les additifs. Et bien aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre ou voir comment on peut tirer parti de cette interface et de sa compréhension, bien que sa compréhension soit encore limitée. Alors il est intéressant que si on regarde l'histoire des batteries, on s'aperçoit finalement que cette interface, qui est un problème pour la technologie à ion-lithium, eh bien, a été étudiée, du moins utilisée, je dirais, à bonne partie dans d'autres technologies. Et ici, je voudrais juste faire un exemple, ou un clin d'œil plutôt, à une technologie qui est la technologie lithium chlorure au thionyle. D'ailleurs, technologie qui a été développée par Jean Gabano, un ancien de la SAFT, qui est décédé cette année au mois de janvier. Elle est basée, comme on peut voir ici, sur une réaction qui est tout simplement du chlorure de thionyle avec le lithium pour donner 4 LiCl et ainsi de suite. Et lorsque vous regardez directement, cette delta G de cette réaction, il est de moins 1432 kJ par mol, qui veut dire qu'en ce cas, on a une réaction, je dirais, violente. Eh bien, on construit les accumulateurs en mettant le lithium et en mettant directement un séparateur, mais cet électrolyte, dans ce cas, ce chlorure thionyle qui va jouer le rôle d'électrolyte, à laquelle on va ajouter directement du tétrachlorure de lithium pour améliorer la conductivité en contact avec le lithium. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'immédiatement, avec la surface oxydée de ce lithium, vous avez une réaction qui est indiquée ici, une film de passivation qui se fait. Et ce film de passivation, eh bien, va avoir une épaisseur de quelques nanomètres, quelques micromètres, et va directement bloquer la réaction. Et ça, si vous voulez, je dirais, c'est le magique des interfaces. Et grâce à cela, eh bien, on peut avoir des systèmes qui vont se comporter, je dirais, ou donner des performances qui sont relativement impressionnantes, avec une autodécharge qui est aux alentours de 15 ans, qui va pouvoir être utilisé sur un phase de domaine de température, et d'ailleurs, ces genres de systèmes, qui sont des systèmes primaires, pas secondaires, sont utilisés pour les simulateurs cardiaques et beaucoup dans le domaine militaire. Et bien sûr, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez formation de cette couche de passivation, de LiCl. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que vous allez directement vouloir utiliser votre système primaire, eh bien, vous allez avoir directement un temps, je dirais, un retard qui va être nécessaire directement pour le lithium traverser cette interface et ensuite le système va se mettre en marche. Donc, ça vous montre ici, sans une compréhension, je dirais, peaufinée, qu'on peut directement utiliser à bon escient cette couche de SEI. Alors maintenant, bien, on va voir finalement la difficulté de cette SEI, c'est que finalement, c'est une interface qui est dynamique, dont la nature va changer en fonction de l'électrolyte, du solvant
et du matériau d'électrode. Et bien sûr, ce qui va être très important dans ce domaine, eh bien, vont être tout simplement toutes les techniques qu'on va utiliser pour réussir à caractériser, concrétiser, rentrer finalement dans la vie intime de cette interface. Et on va voir qu'on peut utiliser la spectroscopie d'impédance, la spectroscopie XPS, l'institut RMN, la microscopie in situ et tous les appareils directement d'infrarouge, de spectro de masse ou de chromatographie en phase gazeuse. Mais également, on peut utiliser cette technique ESI-HRMS, qui est de la spectro de masse, dans laquelle, cette fois, on va étudier les ions qui vont être directement produits par l'ionisation de certaines molécules en présence d'un champ électrique. Donc, on va voir un peu quelles sont les informations qu'on va pouvoir obtenir de ces techniques avant finalement de rentrer directement dans la compréhension. Eh bien, si on regarde tout d'abord, si on veut comprendre dans ces électrodes, qui sont des mélanges, je dirais, de conducteurs ioniques et de conducteurs électroniques, quelles sont les limitations en transfert de charge, en transport de matière, eh bien, on va souvent utiliser directement la spectroscopie d'impédance pour caractériser les réactions redox. Ici, vous avez tout simplement un spectre d'impédance caractéristique de certaines électrodes qui est tracé dans le diagramme Nyquist, où on a différents cercles, comme vous pouvez voir ici, en fonction de la fréquence. Et bien sûr, à haute fréquence, on va dans ce cas visualiser les phénomènes qui sont relativement rapides, ions et électrons. C'est pour ça qu'on va avoir accès à la SEI. Ensuite, dans le domaine de millions de fréquences moyennes, eh bien, on va tout simplement regarder le transfert de charge qui va se passer autour de la particule, et on va pouvoir en déduire des résistances au transfert de charge. Et enfin, il va y avoir à basse fréquence le domaine, je dirais, d'impédance Warburg, de diffusion à l'intérieur du matériau, et où, bien sûr, dans ce cas, si on regarde la distance entre deux points, entre deux fréquences, plus cette distance sera courte, plus on aura une conduction ionique importante. Et bien sûr, de là, on peut également en déduire la résistance de l'électrolyte. Donc, définitivement, ces spectres d'impédance vont apporter des informations, je dirais, très précieuses dans la compréhension de cette SEI. Cependant, il faut que vous réalisiez que lorsque vous allez voir un accumulateur, vous n'allez pas regarder à une seule électrode, vous allez regarder l'ensemble de la positive, de la négative et de l'électrolyte. Donc, c'est la raison pour laquelle soyez prudents lorsque vous allez interpréter ces spectres, et la façon la plus sage de le faire, eh bien, c'est de réaliser les mesures en 3 électrodes. Ensuite, une technique qui va être aussi fortement utilisée est la technique, comme indiqué ici, de spectroscopie photoélectronique à rayonnement XPS, à rayonnement X, qu'on appelle directement XPS. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement regarder les électrons émis par un matériau qui va être tout simplement, je dirais, frappé par un rayonnement X, d'où, en quelque sorte, on va mesurer l'énergie cinétique des électrons qui vont être émis de la surface. Et bien sûr, il va y avoir une certaine énergie de liaison qui va être reliée, dans ce cas, eh bien, à l'environnement chimique, au degré d'oxydation, ainsi qu'aux transferts électroniques qui vont pouvoir avoir lieu sur l'atome que l'on va considérer. Et à titre d'exemple, ces spectres d'XPS vont avoir 2 régions. Je dirais une région qui va correspondre finalement aux atomes de cœur et une région qui va correspondre directement aux bandes de surface et aux états de surface, aux bandes de valence. On pourra de cela déterminer finalement certaines structures. Et ici, vous avez par exemple le spectre XPS qu'on va collecter au niveau 1S du carbone. Et dans ce cas, pour ce composé, qui est le polytrifluoroacétate de vinyle, vous voyez qu'ici, on peut distinguer ces différents carbones qui vont bien sûr, dû à l'effet inductif du fluor, voire de l'oxygène, vont avoir des charges totalement différentes. Et on peut, dans ce cas, classifier et recaler ces différents pics. Et on peut faire ça, bien sûr, avec des éléments 3D ou des éléments 4D et connaître l'état d'oxydation. Avec la règle générale, c'est que finalement, que plus la charge eh bien, sera, je dirais, ou la densité électronique sur l'atome que vous regardez sera élevée, eh bien, plus le transfert ou la liaison sera directement shiftée vers les basses énergies de liaison. Donc voilà ce genre d'informations. Ensuite, on peut avoir plus d'informations si maintenant on remonte, je dirais, au spectre de valence, où maintenant, bien sûr, on va sonder un domaine énergie, on aura des énergies relativement différentes, puisqu'on passe de 200 à 300, je dirais, électronvolts aux alentours de 20 à 30 ou 40 électronvolts.
Et vous voyez dans ce cas, par exemple, l'étude d'interface, c'est l'étude d'interface dans un accumulateur, où on va maintenant sonder l'interface entre l'électrolyte et LiCO2. Et on reviendra sur ce point par la suite. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ici? On va avoir directement des spectres de référence, où je prends le spectre de valence LiF, Li2CO3, je fais la somme, je compare au spectre expérimental, et vous voyez directement qu'on peut en conclure de façon relativement simple que c'est juste une sommation. On peut également regarder ensuite, après cyclage, dans votre accumulateur. Ici, c'est le même raisonnement, où maintenant, on s'aperçoit que le spectre expérimental est la somme, cette fois, non pas de carbonate de lithium, mais d'un alkyle carbonate. Donc ça veut dire que finalement, on peut également voir quelle va être l'évolution de cette interface en cyclage. Et tout cela vous permet d'arriver à cette composition qu'on verra par la suite, qui est relativement complexe, malheureusement, et qui est constituée, je dirais, de polymères, de composés organiques et également de composés inorganiques. D'où tout cela va permettre également des informations très précieuses sur l'origine de cette interface, son évolution avec le temps et avec le cyclage. Ensuite, on peut également visualiser une interface directement. Et je vais pour cela vous montrer ce qui peut se faire au niveau microscopie, où maintenant on est en train de regarder, par exemple, une interface, où ici on regarde même une électrode complète de silicium. Et là, on est en train directement de mettre lithium. Vous voyez que vous avez une augmentation de l'épaisseur, mais regardez ici en surface, vous avez également une modification de la surface. Et à partir de ça, on peut relier à quel taux, par exemple, de lithium, on peut obtenir un changement directement au niveau de l'interface, comme indiqué ici. On peut faire des expériences avec, je dirais, un microscope environnemental, mais on peut également faire cela avec un microscope à transmission. Et ça, c'est une manip récente qui a été faite au laboratoire, dans lequel on va regarder maintenant, à l'aide d'une microbatterie, qui est indiquée ici, dont vous voyez les dimensions restreintes, avec la contre-électrode, l'électrode de référence, avec une fenêtre de nitrure de silicium, et voici ici directement l'électrode de travail, qui est de 20 microns, avec une épaisseur d'électrolyte qui est seulement de 4 à 5 microns. Et on va tout simplement placer cet échantillon ou cette microbatterie sur ce porte-échantillon, et on va faire cycler cet accumulateur à l'intérieur des microscopes. Et on peut voir que dans ce cas, on va regarder la réduction ou la réactivité de l'oxygène avec le sodium, ou vice-versa, pour obtenir ce superoxyde de sodium. Et vous apercevez ici ces différents cubes lorsque vous allez faire cette décharge. Et la question était, est-ce que c'est un mécanisme qui a lieu à l'état solide, ou est-ce que c'est un mécanisme qui passe par la solution? Donc par conséquent, on a fait des mesures in situ directes, et comme on peut le voir ici, on a pu, si j'arrive à mettre ma souris ici, voilà. Vous voyez directement, là on est en train directement, on a lancé directement la cellule électrochimique, on est en train de regarder en microscopie ce qui se voit, ce qui se passe. Et vous voyez qu'on peut directement voir la nucléation et la croissance de ces cubes qu'on aperçoit ici au fur et à mesure du temps. Bon, vous apercevez directement ce contraste. Ce contraste également vous dit que vous avez en surface, je dirais, une couche protectrice qui se forme également, qui n'est pas de bien uniforme. Mais enfin, tout ça pour vous montrer finalement qu'on peut aujourd'hui, avec des techniques, je dirais, sophistiquées, arriver à suivre une interface. Mais la difficulté de tout ça, ce sont des manips qui sont d'abord peu reproductibles et qui prennent quand même un temps énorme de réalisation et ainsi de suite. Enfin, une autre technique qui est utilisée pour suivre les interfaces, et ça a été développé beaucoup en France, mais également dans le laboratoire de Claire Gray à Cambridge, où on peut utiliser maintenant la RMN. Et là, vous avez une cellule qui a été récemment construite, une cellule dans laquelle le diamètre est de 5, je dirais, millimètres, avec les électrodes positives et négatives. Et là, on est en train directement de regarder la décharge d'une électrode de silicium, en s'arrêtant aux différents potentiels indiqués ici. Donc, on fait des études ex situ pour comprendre ce qui se passe, et ensuite, on va comparer de façon à les manipuler in situ. Et dans ce cas, le point important était de connaître finalement ce composé final, car il y a une transition cristallin amorphe.
Donc on voulait savoir comment cette transition se passait, et là aussi, quelle était, de nouveau, l'importance de l'interface sur cette transition. Alors c'est la raison pour laquelle on a pris un échantillon, et bien on s'est placé à cette position, et ensuite on a tout simplement laissé sans courant le potentiel évoluer. Et en même temps, eh bien, on a tout simplement collecté des spectres directement RMN. Et vous voyez qu'en ce cas, des pics qui sont indiqués ici, ces pics qui sont des pics, je dirais, de la RMN du lithium 7, indiquent dans ce cas que l'on a tout simplement, au fur et à mesure de la décharge, un différent environnement du silicium. Ça veut dire que le matériau est en train de passer, vu l'interaction avec la couche électrolytique, à une structure différente et surtout à une composition en lithium différente. Et on repasse d'une phase amorphe à une phase cristalline. Bon, tout ça, si vous voulez, pour vous montrer finalement qu'au jour d'aujourd'hui, on a des techniques qui peuvent nous aider à comprendre cette interface qui, je le répète, est une interface dynamique, d'où sa complexité. Eh bien, c'est tout cela qui a permis tout simplement d'évoluer fortement sur la connaissance des interfaces. Et ici, je vous montre un peu comment cette connaissance a évolué, je dirais, depuis 1975 à 2006, voire 2016. Tout d'abord, eh bien, cette interface, elle a été décelée, je dirais, par Emmanuel Pellet, qui, en 1976, a constaté que s'il prenait un film de lithium et qu'il le mettait dans un électrolyte, eh bien, très rapidement, dans ce cas, il y avait formation de cette fameuse SEI, toujours pareil, de cette solide ou cet électrolyte solide qui seulement conduit via une conduction ionique et non électronique. Ensuite, 7 ou 8 ans plus tard, eh bien, on s'est aperçu que cette interface, eh bien, elle était, je dirais, peut être bistructurée avec, je dirais, une partie dense qui est située près du lithium et une partie poreuse vers l'extérieur, et dans laquelle on a tout simplement pu voir que la partie poreuse était toujours nettement plus épaisse que directement la partie dense. Ensuite, eh bien, tout ça, c'est compliqué, et en 1997, grâce à des mesures, je dirais, comme je l'ai montré, infrarouges, ainsi qu'à des mesures d'XPS, eh bien, on a pu montrer qu'en ce cas, eh bien, finalement, cette couche était une mosaïque de domaines organiques et de domaines inorganiques, avec cependant les domaines inorganiques étant situés plus près, je dirais, de l'interface de l'électrode de lithium. Et enfin, avec toutes les techniques que je vous ai montrées, eh bien, au jour d'aujourd'hui, cette interface, eh bien, il est clair qu'elle est directement qu'elle se situe près du graphite, du lithium et ainsi de suite, avec des zones inorganiques près de l'interface et plus organiques à l'extérieur, mais les compositions et les porosités, malheureusement, vont changer fortement en fonction du sel, en fonction du solvant et en fonction de l'électrode. Et ça va être directement le casse-tête de tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une étude sur une électrode, et ça ne veut pas dire que vous pouvez la généraliser à toutes les électrodes négatives, il va falloir recommencer systématiquement. Alors tout cela, je vais le résumer tout simplement sur cette diapositive. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je dirais, cette mosaïque, sa composition, sa répartition, va dépendre de la nature des sels, selon qu'on va utiliser tout simplement un PF6, un BF4, ou ainsi de suite. Parce que chaque fois, le taux de fluor va être différent, et ainsi de suite. Ensuite, eh bien, ça va changer considérablement dans le cas des solvants, puisque les décompositions de ces solvants, dont on verra plus tard, vont conduire, dans certains cas, à des polymères, dans certains cas, à des carboxylates, à des alkoxydes, à des alkylcarbonates, et ainsi de suite. D'où là aussi, vous avez, je dirais, une richesse de couches. Et enfin, ça va aussi dépendre, tout simplement, de la nature de l'électron négatif. Si c'est un carbone, vous allez voir que si c'est un carbone, bien là aussi, il y a une grande variété de carbone, et vous allez voir que là aussi, il y a peut-être 10 sortes de couches pour différents types de carbone. De tout ça, eh bien, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien sûr, on veut une interface idéale. Et c'est quoi une interface idéale? Une interface idéale, eh c'est une interface qui a directement un nombre de transports, dont je vous ai mentionné ce que c'était la dernière fois, c'est-à-dire qu'en ce cas,
le transport, je dirais, d'électrons, lui, il doit être nul, puisque vous voulez cette interface d'être isolante. Par contre, vous voulez un transport ionique qui doit être très important. Et on est dans ce cas, dans le cas d'un électrolyte tout solide, où ce transport ionique eh bien, sera de 1. On veut, si possible, une morphologie uniforme et une composition chimique homogène, ce qui permettra une distribution de la densité au courant à la surface et par conséquent, je dirais, moins de chances d'avoir des dendrites. Une bonne adhérence, ce qui est évident, il faut qu'elle colle directement à la surface. Bonne résistance mécanique et flexibilité, puisqu'elle puisse s'adapter, je dirais, élasticité à la contraction et à l'expansion du matériau d'électrode, dont on va voir par la suite, eh bien, peut-être relativement large, mais dans les composés d'intercalation est aux environs maximum de 7 à 8%, et, très très important, une faible solubilité, de façon à ce qu'elle soit relativement stable et n'aille pas créer directement des espèces, je dirais, ou des navettes à l'intérieur de votre accumulateur. Alors, lorsqu'on va traiter cette SEI, on va traiter la décomposition des électrolytes, et on peut déjà savoir, et donc je l'ai mentionné un peu la dernière fois, c'est que par des calculs, je dirais, de DFT moléculaire, on peut calculer finalement les enthalpies de réduction d'un anion, et on les trouve très positives par rapport directement à celles des cations. Ça veut dire directement que lorsqu'on va considérer la SEI à l'électronégative, bien seul le solvant va nous intéresser. Et finalement, c'est cette décomposition du solvant qui va finalement contrôler, je dirais, ce type de SEI, et ainsi de suite. Alors pourquoi directement cette SEI est un casse-tête? Je vous ai mentionné tout simplement qu'elle allait changer en fonction des graphites. Et vous allez voir sur ce prochain transparent quelle est notre problématique. D'où, voilà les travaux des années 1990-1995, lorsque la première batterie à ion lithium a été mise sur le marché. Eh bien, on avait trouvé des carbones, qu'on appelle des carbones mous, qui sont préparés directement en carbone mou pour la bonne et simple raison désordonnés, comme indiqué ici. Et vous voyez ici une courbe directement des charges et charges. Système parfaitement réversible, qui vous donne directement une densité, une capacité de 250 mAh par gramme pour cet électrode de carbone. Et regardez ça, c'est dans cet électrolyte un même lithium AS6 PC, dans le carbonate de propylène. Et bien maintenant, on va tout simplement changer la nature du carbone. Et on va passer de ce carbone désordonné à du graphite. Et là, catastrophe. Lorsque vous regardez ça, eh bien vous avez tout simplement une décharge qui n'en finit plus, totalement irréversible, une augmentation de pression de vos accumulateurs qui vont directement conduire à l'explosion, et tout ça dû au fait qu'on a du gaz qui est généré et un système d'exfoliation qui fait en sorte que toutes les particules vont exploser. D'où, vous voyez, la différence relativement faible, un changement de la nature du carbone va directement vous introduire des conséquences, je dirais, drastiques. Alors ensuite, ce n'est pas seulement le seul point. Maintenant, si je garde le graphite et maintenant je rechange d'électrolyte et je bouge ou je vais directement sur des mélanges avec le carbonate d'éthylène, mais là c'est génial, ça marche de nouveau parfaitement. Donc voilà, si vous voulez, la complexité de ces systèmes et comment on a tout simplement à poursuivre des études. Alors, inutile de vous dire que pendant les années, eh bien, de nombreux modèles ont existé pour tenter d'expliquer tout cela. Alors, un premier modèle, je vais vous les passer en revue en essayant de ne pas être trop rébarbatif et de vous montrant finalement certains aspects assez intéressants de chacun de ces modèles. Un des premiers modèles pour expliquer surtout la différence entre finalement le carbonate de propylène et le carbonate d'éthylène est indiqué ici et consiste tout simplement à considérer les produits de décomposition de ces électrolytes. Et que ces produits de décomposition vont tout simplement aller, je dirais, s'attacher à l'électrode par des réactions, je dirais, par des interactions coulombiennes. C'est-à-dire que si maintenant je prends directement un lithium éthylacrylcarbonate, vous pouvez voir que dans ce cas, il va tout simplement s'aligner avec des points d'ancrage dus aux charges sur le lithium, carbone et ainsi de suite. Si je compare maintenant avec le lithium alkylcarbonate, comme vous pouvez voir ici, vous avez directement cet alignement, comme finalement dans un supercondensateur, avec la seule différence, c'est que maintenant vous avez 3 ancrages, et vous avez ici cette tête flottante. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, le lithium alkylcarbonate
vont conduire à des couches moins stables que le lithium-méthylcarbonate. Alors, quand je vous dis la raison, c'est une explication. Après, on verra qu'il y a mieux que ça. Ensuite, eh bien, par l'expérience, on a également trouvé qu'il était bénéfique de rajouter du SO2 pour améliorer directement cette interface. Et en effet, sur les mêmes modèles, on peut expliquer pourquoi le SO2 eh bien, a des effets bénéfiques pour conduire à des interfaces, je dirais, relativement denses, car les produits de réaction sont les Li2S. Vous voyez qu'ici, vous avez directement 2 points d'ancrage. Li2S3, vous avez 3 points d'ancrage, ou même lithium-2, SO4, vous avez 4 points d'ancrage. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va faire des interfaces, je dirais, denses. Alors la question, c'est comment expliquer cette différence entre EC et PC? Eh bien, par la même décomposition, on regarde les produits de décomposition qui sont des doubles alkylcarbonates, comme indiqué ici. Vous voyez que dans ce cas, dans les deux cas, eh bien, j'ai 4 points d'ancrage, comme indiqué ici, mais la différence eh bien, provient tout simplement de ce groupe méthyle qui est flottant, qui va dans ce cas directement être, je dirais, le problème pour avoir cette, je dirais, cette cohésion au niveau d'interface. Et c'est cette base que le premier modèle tentait d'expliquer la différence entre EC et PC. Mais bien sûr, cela était relativement léger, puisqu'il ne rendait pas compte du tout du dégagement, et ainsi de suite. Donc ces travaux ont été repris, je dirais, plus en profondeur, et en essayant d'analyser finalement ces variations de pression en fonction du potentiel. Et là, vous avez tout simplement, dans les mêmes électrolytes, où je prends l'électrolyte PC, EC 50-50, où finalement, on a du gaz qui est généré, d'où on peut calculer finalement la quantité d'électrons qui serait nécessaire à générer ce gaz, et les comparer à la quantité d'électricité ou de coulomb que vous avez mis dans votre accumulateur. Et lorsqu'on fait cela, bien on s'aperçoit qu'on n'a pas le rendement escompté, mais on a un rendement de 60 à 70%. C'est la raison pour laquelle eh bien, les chercheurs ont proposé un mécanisme suivant, dans lequel il va y avoir, dans un premier temps, la solvatation, mais, vous voyez ici, il y a la formation d'un composé ici, et ça, c'est ce que j'appellerais un composé d'intercalation du graphite. Et ce composé, eh bien, je vais en parler pendant les 4 ou 5 transparents qui vont suivre. Eh bien, pour rendre compte de cette expérience, eh bien, dans ce cas, ce composé d'intercalation va suivre deux mécanismes réactionnels. Il va d'abord se décomposer partiellement pour donner du carbonate et conduire au composé d'intercalation LiCx. Poursuivant ces études davantage, eh bien, ensuite, les chercheurs ont essayé de corréler finalement cette irréversibilité associée au PC avec finalement les mécanismes réactionnels et le nombre d'électrons. Excusez-moi. Et là, ils ont trouvé une relation, je dirais, parfaite, ce qui a permis d'évoquer un autre mécanisme réactionnel. N'allez pas directement regarder tous les détails de cette réaction, mais on peut voir ici qu'il va y avoir la solvatation avec la formation d'alkylcarbonate, qui est en accord avec les travaux que je mentionnais auparavant et de ceux de Doron-Orbach. Et ensuite, on passe par ce composé d'intercalation qui va ensuite se décomposer pour directement donner ces fameux propylènes. D'où ce qui fait que pour résumer tout ça, et de façon relativement simple, j'ai essayé de mettre cela en deux, je dirais, aperçus ou deux snapshots de ces réactions. Donc, par conséquent, chaque fois que vous allez avoir une réaction du lithium avec un carbone, eh bien, il peut y avoir deux réactions compétitives dépendant le type de carbone. Si celui-ci est désordonné, si celui-ci est graphitique et autres. Eh bien, il va y avoir tout d'abord des réactions avec des vitesses d'avancement de cinétique réactions différentes. Dans un premier cas, on va avoir ce que j'appellerais le modèle de Pellet, qui consiste tout simplement à considérer que cet électrolyte va aller se décomposer à la surface de l'électrode, mais à des potentiels bien définis. Et pour lui, c'est relativement simple. Si ce potentiel est supérieur à celui directement de la co-intercalation du solvant à l'intérieur du graphite, et bien dans ce cas, il va y avoir formation de la SEI tout d'abord, qui va protéger directement cette co-intercalation. Et par conséquent, on va éviter le deuxième modèle, qui est celui du modèle Besenhardt. Et le modèle Besenhardt, lui, est totalement différent. Il va considérer finalement que la molécule de solvant va aller se co-intercaler, comme on peut le voir ici, à l'intérieur du graphite. Et ensuite, il va y avoir une décomposition, et c'est ça qui va conduire au dégagement de propylène. Et tout cela se passe parce qu'on a un système dans lequel l'interaction lithium-solvant, qui dans ce cas est lithium-PC,
eh bien, est plus forte que les interactions de Van der Waals entre les feuillets graphène. D'où par conséquent, le feuillet graphène va exploser avant qu'il y ait la désazotation. Et c'est la raison pour laquelle ce mécanisme a lieu. Alors, heureusement, et vous verrez vers la fin de ce cours, ou surtout dans le prochain, eh bien, c'est la réaction 1 qui va fonctionner, et on va maîtriser cette réaction 1 en, bien sûr, maîtrisant la formation de cette SEI. Alors, ce modèle est intéressant, il était, je dirais, même attrayant. Par contre, il n'avait jamais été démontré, et, de plus, on n'avait jamais montré comment on pouvait former ce composé d'intercalation du graphite. Ce n'était que des suppositions. Et, finalement, il y a eu 2 ou 3 manips qui vont vous convaincre de son existence. La première est une manip de dilatométrie. Ou, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Voilà la cellule que le groupe de Martin Winter a utilisée, dans lequel vous avez, dans ce cas, eh bien, un collecteur de courant sur lequel vous allez mettre tout simplement votre échantillon de graphite avec les électrodes considérées et un piston qui va directement pouvoir bouger, monter ou descendre. Et vous allez tout simplement mesurer la variation de volume au fur et à mesure que vous allez faire directement votre cyclovoltammogramme. Vous voyez ici une mesure qui est faite à 0,1 mV par seconde et on voit directement l'évolution. Vous voyez ici, dans un premier temps, vous avez, je dirais, un premier plateau qui correspond à une augmentation de 100%. Et ça correspond tout simplement à la co-intercalation du PC. Et ensuite, la courbe électrochimique est relativement correcte. Et ensuite, vous voyez, vous avez une augmentation gigantesque jusqu'à 600%. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, le PC est rentré dans le graphite. Et maintenant, lorsqu'on va réduire davantage, il va tout simplement se décomposer. Et cette décomposition va générer du gaz qui va tout simplement briser les feuillets de graphite. Et vous allez obtenir directement des augmentations gigantesques. Alors bien sûr, pourquoi cela n'a jamais été observé? Eh bien, c'est pour la bonne et simple raison que ce composé d'intercalation du graphite a une durée de vie limitée. Et en effet, vous voyez que maintenant, si je modifie ma vitesse de mon cyclovoltammogramme, je fais exactement la même expérience. Vous voyez qu'en ce cas, vous avez une augmentation de 40%, mais que vous pouvez récupérer tout simplement en recharge. Ça veut dire que l'on peut, selon la vitesse, eh bien, prendre avantage de cette cinétique entre cette réaction de co-intercalation et, de plus, la réaction réversible. Et enfin, si on prend un système classique, dans lequel maintenant on change d'électrolyte avec du graphite, eh bien vous avez, quelle que soit la vitesse de balayage, vous avez une augmentation delta L sur L qui est autour de 7 à 8%, qui correspond finalement à, je dirais, l'augmentation en volume, la contraction et l'expansion normale de ce composé. D'où voilà directement une évidence pour, je dirais, cette exfoliation du graphite. Mais fallait-il savoir la nature de ce composé d'intercalation et comment le déterminer? Bien là aussi, il y a eu des manips qui ont été faites in situ, manip de diffraction X. Vous voyez la cellule qui a été utilisée, comme indiqué ici, une cellule classique de diffraction X, avec, dans ce cas, un cyclovoltammogramme. Et voilà tous les diffractogrammes qui ont été collectés ici. Et là aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut directement aller à grosse vitesse, à grande vitesse. Et lorsque directement cela a été fait à des vitesses de balayage de 10 mV par seconde, eh bien, les auteurs ont pu obtenir, comme vous pouvez voir ici, des pics supplémentaires qui correspondaient à ce fameux composé d'intercalation du graphite. Ils ont même pu directement, dans ce cas, déterminer la structure et ils ont identifié un composé d'intercalation de formule lithium PC4C72, c'est-à-dire un composé de stade 4, qui veut dire tout simplement qu'on va avoir tout simplement une molécule de PC et de lithium solvaté tous les 4 feuillets. C'est la raison pour laquelle vous avez, dans ce cas, une distance de 12,5 angstroms, et vous retrouvez tout simplement un feuillet de lithium PC4, tous les 4 feuillets, ainsi de suite. Donc voilà directement l'identification de ce fameux composé d'intercalation. Alors ensuite, eh bien, la question, c'était de savoir lequel de ces modèles était réellement le bon, celui de Pellet, ou celui d'Orbach, ou celui de Besenhart. Pourquoi il s'appliquait-il à certains matériaux, et ainsi de suite. Et là, je trouve qu'il y a une expérience que je dis, qui était très astucieuse par des chimistes organiciens qui ont été effectués. L'expérience qui a été effectuée est la suivante. C'est que maintenant, je vous ai montré qu'il y avait une différence essentielle entre le carbonate d'éthylène
et le carbonate au propylène. Eh bien, les scientifiques ont décidé de faire la manip en posant du trans-butylène carbonate et des cis-butylène carbonate. OK? Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé un comportement identique entre la différence qu'il y avait entre le EC et le PC. C'est-à-dire que dans ce cas, ils ont montré directement que le 6-butylène carbonate ne fonctionnait pas comme le PC. Par contre, le trans-butylène carbonate fonctionnait comme le EC. Tout ça, c'est intéressant, puisque ça veut dire directement que si il y avait directement la formation d'alkyle carbonate et la coupure du cycle, comme le prétendait Orbach, eh bien, cela ne pourrait jamais arriver, puisque dans ce cas, dans son mécanisme, il ne pouvait distinguer entre ces deux molécules. Ça voulait dire directement, dans ce cas, que définitivement, il n'y avait pas cette décomposition de la molécule avant son co-intercalation. D'où la co-intercalation était nécessaire. Et maintenant, la question, pourquoi celle-ci est plus difficile avec une molécule que l'autre? Bien, tout ça, c'est un simple problème stérique, comme indiqué ici. Et vous apercevez directement que si vous prenez le trans-butylène carbonate, eh bien, dans ce cas, eh bien, la molécule directement va pouvoir, le solvaté va pouvoir directement s'intercaler, je dirais de manière plane, par rapport avec l'encombrement stérique généré directement par le PC ou par la configuration 6 de celle-ci. D'où tout cela pour vous dire que la co-intercalation du solvant est un phénomène complexe et de nouveau, je dirais, l'existence de ce composé d'intercalation du graphite va dépendre une fois de plus, bien sûr, du graphite, du type de graphite, mais également de la taille de l'ion et ainsi de suite. Alors on peut bien sûr continuer de telles études, et de telles études ont été continuées sur, du point de vue fondamental, sur des électrodes, je dirais, relativement différentes, où là, maintenant, des chercheurs ont essayé de regarder quelle va être finalement l'influence, je dirais, de l'orientation du carbone sur la nature des composés de la SI qui se forment. Et ça, c'est des études qui ont été menées sur des électrodes HOPG, qui sont des électrodes graphite pyrolytique hautement orientées, où ce que vous regardez ici, finalement, voilà directement ce HOPG, et on va directement regarder les réactions qui vont avoir lieu à la base, c'est-à-dire sur la surface, et aux arêtes ou au bord. Et là, vous avez des spectres, je dirais, de XPS, qui regardent au cœur carbone ENS, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut caractériser les espèces qui se forment. Si on regarde, je dirais, la couche qui se forme à la surface de ce HOPG, on s'aperçoit avec la coloration marron qu'elle est constituée beaucoup de parties, je dirais, polymères organiques, alors que dans le cas directement des arêtes, eh bien, on a tout simplement une composition qui est plus inorganique. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque vous faites tout simplement l'intercalation, eh bien, les molécules lithium solvatées arrivent directement dans les canaux pour avoir cette intercalation avec des anions, et on a une décomposition des anions prioritaire par rapport au solvant. C'est la raison pour laquelle on va trouver directement beaucoup plus de composants inorganiques lorsqu'on va directement regarder la surface qui se forme sur les arêtes. Mais bien sûr, si on continue en fonction du cyclage, ou si on regarde une poudre, bien on s'aperçoit qu'on revient à ce qui est connu au départ, ce qui fait que la première couche sera inorganique, avec la couche extérieure organique. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut directement apprendre sur ces différentes couches se formant sur le carbone. Enfin, pour résumer tout ça, eh bien, je dirais que c'est toutes ces études qui ont permis de nous faire évoluer sur la compréhension du carbone et qui nous ont menés aux résultats d'aujourd'hui ou aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, on est passé directement en 1980, lorsqu'on utilisait les carbones mous, les soft carbones, je vous mentionnais, où on avait dans ce cas, effectivement, le carbonate de propylène. Lorsqu'on a voulu augmenter la capacité, eh bien, on voulait passer à des graphites naturels. Eh bien, il a fallu attendre dans les années 1995 pour qu'on réalise qu'il faille, dans ce cas, des électrolyses à base de EC, afin de créer cette magique SEI. Et ensuite, eh bien, avec des additifs qu'on verra par la suite, et en faisant des alliages de différents carbonates linéaires, cycliques, et ainsi de suite, au jour d'aujourd'hui, on peut cycler directement ces matériaux, ces hard carbones, ces matériaux carbone durs qui ne sont pas graphitisables, et obtenir des capacités, je dirais, relativement exacerbées. D'où, commercialement aujourd'hui, eh je dirais que ces deux types de carbone sont utilisés. D'où voilà directement les études qui ont été faites sur le carbone. Mais le carbone, malheureusement, eh bien, ce n'est qu'une électrode négative, et il y a beaucoup d'autres candidats qui également
ont été utilisés. Vous avez certainement entendu parler du désir de remplacer le carbone par du silicium. Eh bien, là aussi, si on veut utiliser le silicium, eh bien, on est obligé, et ce qu'on a fait, de repartir des études, je dirais, fondamentales, et comme je vous ai indiqué. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, pour montrer un peu ce qui se passe dans le cas du silicium, eh bien, la difficulté qui se passe, eh bien que si maintenant c'est une électrode de silicium, dans le cas de l'électrode de carbone, je vais mentionner que la variation de volume est aux alentours de 8%. Maintenant, si vous voulez utiliser une électrode de silicium, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, la variation de volume est de 300%. D'où ça veut dire que maintenant, si vous voulez directement conserver cette surface intacte, eh bien, ça va être impossible. C'est la raison pour laquelle cette SEI, eh bien, tout simplement, elle va évoluer constamment. Il va falloir trouver des moyens, finalement, de, je dirais, limiter son expansion et ainsi de suite. Car en effet, il s'agit d'une SEI, je dirais, dynamique, où, au fur et à mesure que vous allez directement cycler, ces particules vont directement s'élargir, se contracter, ainsi de suite, jusqu'au moment où elles vont craqueler, et c'est là où vous allez directement générer de nouveau des réactions de décomposition d'électrolytes, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la problématique qu'on va directement avoir dessus. Alors, pour regarder cela, bien là aussi, pour comprendre ces électrodes, bien on a recours à des techniques d'XPS. Et ce que je vous montre ici, eh c'est tout simplement l'évolution de l'état de surface d'une électrode de silicium après le cyclage. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? Ce spectre, comme indiqué ici. Et là, une fois de plus, on va regarder tout simplement par des effets additifs quels sont les composants. Et vous apercevez que, finalement, cette signature eh bien, n'est rien d'autre directement que le composé lithium 4 SiO4, et qui se forme lors de la réduction avec la couche de SiO2 pour former ce composé. On peut également regarder, en regardant, je dirais, le cœur 1s de l'oxygène, et cela en fonction, je dirais, de l'énergie, vous pouvez voir ici, c'est-à-dire qu'on peut sonder davantage de particules, et on peut voir qu'on forme également, excusez-moi, un Li2O. D'où, pour faire l'histoire courte, eh bien, là aussi, par XPS, on a pu comprendre quel était le mécanisme de formation de cette SEI. Et vous voyez que dans le cas, je dirais, du carbone, il nous a fallu de nombreuses années. Dans le cas du silicium, en seulement 4 ou 5 ans, on a pu avoir, je dirais, une bonne compréhension de l'électrochimie de la surface de ce SiO2. Vous avez ici les différentes étapes avec la couche de passivation, formation de lithium 4 SiO4, également de l'IO2, avec ces phénomènes étant totalement réversibles. La même chose, ou les mêmes études, peuvent se faire sur d'autres électrodes. Et à ce titre, je voudrais mentionner une autre électrode négative, qui est l'électrode d'étain. Et cette électrode d'étain, là aussi, il est intéressant de regarder certains aspects spécifiques de cette, je dirais, interface, selon la direction ou la croissance, ou la direction cristallographique de croissance de l'étain. Et ici, je vais tout simplement regarder deux états de surface, qui va être l'étain 1,00 et l'étain 0,01. Vous voyez que cet état de surface, l'atome d'étain, a une coordination différente. Par exemple, dans le cas de l'étain 1,00, il y a une coordination de 3, comparé à un mélange 3 et 5 dans le cas de 0,01. Ce qui veut dire qu'en ce cas, l'activité catalytique de ces différentes directions sera différente, avec, je dirais, la phase SN001, qui aura une activité catalytique supérieure à la phase 0. Je me suis trompé ici, c'est la phase directement 1, c'est la phase 0,01 supérieure à 1,00. Et cela, pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez cette différence de coordinate ici. Eh bien, si on regarde maintenant par spectrométrie d'absorption X, eh bien, ce qu'on s'aperçoit ici, si on regarde maintenant au seuil K du carbone, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si je regarde la phase 0,01, comme indiqué ici, vous n'avez pas du tout directement de composés organiques, alors qu'on a des composés organiques pour directement le 1,00. Et vice-versa, si je regarde maintenant au seuil K du fluor, vous apercevez que l'on a, dans ce cas, eh bien, une contribution du fluorure de lithium forte pour la 0,01 comparée à 1,0. Cela veut également dire eh bien, qu'on a tout simplement une différence de SEI selon l'orientation cristalline, avec, dans ce cas, une couche organique selon la direction 1,00 et une couche inorganique selon la réaction directement 0,01. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous dire sur cette interface à l'électron négatif.
Alors la question, c'est finalement quelles sont les conséquences de tout ça. Bien, les conséquences, c'est que ces interfaces vont affecter fortement les propriétés de votre accumulateur en termes de cyclage, puissance et durabilité. Et c'est la raison pour laquelle on doit la maîtriser. Mais surtout, le point que je voudrais mentionner, c'est qu'elles vont directement affecter, je dirais, la stabilité thermique et la sécurité de vos accumulateurs. Et pour, je dirais, illustrer cela, ce que je vous montre ici, finalement, c'est tout simplement des mesures d'énergie libérée par des réactions d'électrolytes en contact avec les électrodes en fonction des taux de charge. Et vous voyez ici qu'on est en train de parler d'énergie de 709 joules par gramme pour des matériaux d'électrodes, que ce soit des électrodes de carbone et ainsi de suite. Bien, cela veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez avoir votre accumulateur, si vous montez en température, vous allez avoir des phénomènes de réactivité qui vont être exacerbés. Et par exemple, lorsque je vais directement prendre un carbone lithié qui va être entouré de cette SEI et que je vais chauffer, je vais avoir tout d'abord une réduction des alkyles carbonates qui va avoir lieu aux alentours de 140 degrés. Et cette réduction va entraîner, dans ce cas, une craquure directement de la SEI. Ce qui fait qu'automatiquement, cette SEI va craquer et une nouvelle SEI va se reformer, ainsi de suite, pour arriver à plus haute température, à 195 ou 200 degrés, où là, on va tout simplement avoir, je dirais, une combustion et directement un dégagement de CO2, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'importance de connaître ces SEI et leur formation. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on fait des études, à la fin, on va tout simplement mesurer cette énergie associée à ces interactions électrolytes en fonction de la température. Car c'est ça, finalement, qui va déterminer, je dirais, la sécurité de ces différents systèmes. Et bien sûr, ces valeurs vont dépendre une fois de plus des solvants et des sels. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur cette interface à l'électron négatif. Alors si je reviens maintenant sur mon accumulateur, je vous ai mentionné ce qui s'est passé à cet électron négatif, dans lequel, dans ce cas, vous avez directement ces molécules qui vont être réduites, et ainsi de suite. Bien maintenant, on va voir ce qui se passe à l'électrode positive. Et à cet électrode positive, on va avoir des molécules. Ces molécules vont être tout simplement les solvants qui vont tout simplement s'oxyder. Et comme je l'ai mentionné, ils vont s'oxyder en générant des produits de dégradation. Et là aussi, on va voir quelles sont les conséquences pour ces accumulateurs. Et ce sont des interfaces qui ont été, je dirais, faiblement étudiées jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, il y a un regain d'activité pour comprendre finalement cette interface à l'électrode positive. Alors pour ce faire, on va revenir à la problématique directe qui est, je dirais, cet écart entre les différents niveaux, et ainsi de suite. Alors là aussi, comme je l'ai mentionné, ça a été étudié depuis de nombreuses années, mais jamais profondément. L'existence de cette SEI a été mentionnée dans les années 1985. On a également, par la suite, je dirais, démontré l'existence d'alkyl carbonate. On a, et on va y revenir, sur l'importance des réactions nucléophiles au niveau de ces matériaux, pour finalement terminer aujourd'hui, pour s'apercevoir que directement cette interface, cette SEI à l'électrode positive, elle est aussi compliquée que celle qu'on a étudiée à l'électron négatif. Alors, comment elle se forme ? Elle se forme, toujours pareil, dû au fait que dans ce cas, on va avoir directement un matériau qui va être, en ce cas, un matériau d'électrode positive qui va être simplement avoir un niveau de Fermi plus bas que la HOMO de l'électrolyte. Donc, par conséquent, il va oxyder l'électrolyte, et en oxydant l'électrolyte, il va créer cette fameuse SEI. D'où, par des calculs, de nouveau de DFT, moléculaires, on a pu directement déterminer quelles vont être les énergies associées à cette réaction d'oxydation pour obtenir, je dirais, ce diagramme dans lequel vous avez le potentiel en fonction tout simplement des différents éléments. Et vous voyez, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous prenez directement, que ce soit le carbonate de propylène, c'est-à-dire des carbonates cycliques PCEC ou linéaires DMC, vous avez à peu près les mêmes potentiels. Par contre, dès maintenant qu'on va ajouter un sel, on peut avoir dans ce cas des écarts de 1,5 volts. Ça veut dire qu'on va directement déstabiliser ces électrolytes
vis-à-vis directement de leur décomposition catalysée par l'électrode positive. Et on peut voir aussi l'importance des sels, c'est-à-dire que des sels PF6 eh bien, aura tendance à stabiliser l'électrolyte par rapport à un BF4- ou un COL4-. Et bien sûr, tout cela peut être modifié par les matériaux d'électrode. Alors, la complexité de ce problème eh bien, elle peut être illustrée par un ensemble de résultats expérimentaux. Et, comme j'ai montré dans ce tableau, vous voyez qu'ici, je suis en train de rapporter le même composé, vous voyez, le spinel lithium M2O4, et vous pouvez voir que dans ce cas, eh bien, le domaine d'instabilité peut varier de 3,8 volts à 5,8 volts. Vous voyez que j'ai une marge de 2 volts en simplement changeant soit la nature du sel, soit la combinaison d'électrolytes, et ainsi de suite. D'où, là aussi, l'importance, je dirais, de la combinaison et de la confection, je dirais, d'un sel. Alors, un exemple de ce qui se passe dans de tels composés, et je prends justement ce spinel, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le spinel? Dans ce cas, on va aller directement l'oxyder à des potentiels relativement élevés, qui sont des potentiels, je dirais, de 4,8 volts, potentiels auxquels vous allez avoir une décomposition d'électrolytes, c'est-à-dire que le lithium PF6 va se décomposer pour vous donner, dans ce cas, PF5 qui va réagir avec de l'eau pour vous donner du HF, et vous allez avoir, dans ce cas, formation directement de phosphate organique ou directement de composés directement inorganiques oxyfluorophosphorés. Et pour visualiser cela, on peut le faire également par des mesures de microscopie. Vous voyez directement un accumulateur avec électrode positive et électrode négative avant cyclage, et ici après cyclage. Vous apercevez qu'en ce cas, bien effectivement, il y a eu une migration, une dissolution du manganèse, une migration vers l'électrode négative comme indiqué ici. Et ça, bien sûr, ça conduit à, je dirais, la défaillance de votre accumulateur. Alors, si on regarde plus loin les différents types de réactions qu'il y a, eh bien, on peut aussi voir que dans ces composés aussi, il y a une stabilité directe de ces composés inorganiques avec l'électrolyte. Et là, je suis en train de vous montrer finalement le simple fait, rappelez-vous dans le cas directement du lithium, j'avais mentionné que si vous mettez du lithium dans un électrolyte, vous avez immédiatement une couche de passivation. Eh bien, dans ce cas, si je mets directement du lithium ou plutôt du LiCO2 dans un électrolyte, eh bien, immédiatement, vous avez à la surface, je dirais, un changement des oxydations du cobalt. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui se forment directement en surface. Il peut y avoir des réactions qui vont engendrer, je dirais, une modification, je dirais, de l'état de transition, du niveau de l'état d'oxydation de l'état de transition, mais il peut également avoir des changements structuraux, comme on peut le voir ici, ou dans des composés, je dirais, lamellaires, il va y avoir formation d'une fine couche de structures différentes à la surface. De tout ça, c'est des choses qui existent par simple contact de votre matériau d'électrode avec l'électrolyte, ce qui, bien sûr, va changer considérablement la formation de la SEI. Alors maintenant, si on fait sur de tels matériaux des études en fonction des électrolytes, eh bien là, je suis en train de comparer différentes sortes d'oxydes, que ce soit les oxydes spinels ou alors les oxydes lamellaires, avec tout simplement les résistances d'interface qui ont été déterminées par des mesures d'impédance. Vous voyez que dans le cas de lithium N2O4, vous avez d'abord des impédances qui sont relativement faibles, un matériau qui est intéressant effectivement pour ces études à haut potentiel. Par contre, vous voyez que dans le cas du lithium cobalt, et surtout en lithium nickel, vous avez des augmentations d'impédance gigantesques. Et si maintenant j'utilise l'électrolyte, je dirais, de choix, qui est lithium PF6, vous apercevez qu'en ce cas, il y a un facteur 10 directement dans l'augmentation d'impédance en passant d'un spinel à un lamellaire. Et ce facteur 10 provient tout simplement de l'impédance, d'une augmentation d'impédance qui se traduit tout simplement par les spectres infrarouges, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'alkyl carbonate dans le cas tout simplement des matériaux lamellaires, et notamment LiNiO2. Alors là aussi, la question, pourquoi cela? Eh bien, pour répondre à cette question, on va tout simplement regarder, et ces études qui ont été directement réalisées par Doron Norbark sur ces matériaux. Vous avez ici, tout simplement, les différents oxydes qu'il a considérés et ce qu'il a pu montrer par des mesures, tout simplement, d'infrarouge, couplées à des mesures, je dirais, d'XPS. Il a pu montrer qu'il y avait la présence de nickel dans cette interface, ce qui lui a suggéré que le nickel intervenait dans la réaction. Et effectivement, il peut y avoir des alkyles carbonates de nickel
qui, dans ce cas, vous allez avoir une attaque nucléophile directement du cycle par le composé lamellaire NiO2. Ce qui va vous conduire directement à des compositions d'interface qui, effectivement, vont être riches, quand je dis riches en nickel, contenir du nickel. Et cette réactivité des surfaces eh bien, se trouve être exacerbée avec le nickel par rapport au cobalt et par rapport au manganèse. Tout cela, pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez changer directement l'état de basicité de l'oxygène en changeant directement de métal. Et cette réactivité qui a été montrée sur ces réactions, sur cette formation de couches d'oxydation, eh bien, on peut la retrouver également dans les réactivités de ces composés en fonction de la température. De nouveau, rappelez-vous, je vous ai montré qu'il était important de regarder la stabilité des interfaces en fonction de la température. Eh bien, si je fais la même chose sur ces trois lamellaires, sur ces composés lamellaires LiNiO2, lithium-CO2 par rapport au spinel, eh bien, je m'aperçois que dans ce cas, vous voyez que le lithium-NiO2 sera directement le moins stable, c'est-à-dire qu'il va se décomposer ou engendrer des réactions à plus basse température que lithium-CO2 et lithium-SO4. Et bien sûr, cela dans l'état chargé. D'où tout cela veut dire directement que la basicité des oxygènes surface eh bien, va tout simplement changer avec le métal, et ça c'est un élément très important pour, je dirais, concevoir des interfaces, je dirais, ou des matériaux d'électrode. Et je dirais, pour collaborer tout ça, eh bien, il y a une manip d'XPS qui a été effectuée et qui est très astucieuse, qui a tout simplement été dédiée à regarder l'état des sites à la surface du nickel, du cobalt ou du manganèse. Et je montrerai directement cette étude seulement pour LiCO2 et de voir comment les auteurs ont abordé ce problème. Eh bien, ils l'ont abordé de façon astucieuse, c'est-à-dire qu'ils ont directement pris une particule LiCO2 sur laquelle qu'ils ont fait réagir avec du SO2, et afin de déterminer finalement comment le SO2 allait se fixer à cette surface, sur quel type de site, et ainsi de suite. Sachant qu'il peut y avoir deux types de réactions. On peut avoir directement des réactions acido-basiques, dans laquelle, dans ce cas, on ne va pas changer l'état d'oxydation, on va passer de SO2 et en faire des sulfites SO3-, ou alors avec une réaction d'oxydation, où on va passer du SO2 à SO4-. Et dans ce cas, eh bien, ils ont pris directement du LiCO2, et aussi, ils vont répondre, je dirais, la problématique des sites, mais également répondre à la problématique, je dirais, vieille de nombreuses années, c'est que les chercheurs, systématiquement, essayaient directement d'enrober du LiCO2 par de l'alumine pour directement augmenter directement leur stabilité vis-à-vis de l'électrolyte. Et bien, en faisant cela, ils se sont aperçus tout simplement que lorsqu'ils regardaient LiCO2, eh bien, ils avaient tout simplement seulement des sulfates. Par contre, lorsqu'il y avait un traitement avec AlO2O3, eh bien, ils observaient directement une proportion, je dirais, presque majoritaire de sulfites. Donc ça, c'était intéressant, et ça montrait directement que, finalement, le fait de faire cet enrobage par AlO2O3 avait un rôle essentiel. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont directement préparé un matériau, Li005 AlO05O2, ils ont fait les mêmes études. Et également comparé avec tout simplement un matériau qui n'est pas intéressant de point de vue intercalation, qui est LiAlO2. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Qu'ils aient que des sulfites. Eh bien, tout simplement, ça montrait dans ce cas que lorsqu'on faisait directement un enrobage dans L2O3, eh bien, il y avait directement formation à la surface eh bien, d'un composé mixte, lithium CO1-X, AlXO2, et qui tout simplement affectait les propriétés électrochimiques de cette SEI. D'où par conséquent, eh bien, je dirais, le message de tout ça, c'est que la substitution, même en surface de certains éléments, peut vous permettre directement d'avoir ou de modifier la réactivité de surface. Donc voilà, si vous voulez, ces travaux importants. Et enfin, pour terminer, et pour finalement compliquer tout ça, bien, toutes ces réactions, malheureusement, elles ne peuvent être étudiées qu'à l'électrode positive ou à l'électrode négative. Parce que malheureusement, eh bien, ce que vous allez faire à une électrode va influencer l'autre. Il y a ce qu'on appelle les fameuses navettes redox. Et ça, eh bien, c'est essayer de résumer, vous donner un peu le concept de ces navettes redox sur un composé qui est le spinel. Composé dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 15 ans pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Eh bien, on avait étudié séparément les électrodes positives et les électrodes négatives. Et on s'est aperçu finalement qu'il y avait cette navette redox. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on avait tout simplement montré qu'à l'électrode positive, eh bien, on pouvait tout simplement générer des radicaux et des acides.
Et ces radicaux de ces acides étaient transférés à l'électron négatif pour réagir avec directement le carbonate au lithium, et ainsi de suite, pour donner directement des alkyles carbonates, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à l'intérieur du système, vous aviez tout simplement une navette redox. Et c'est la raison pour laquelle, pour résoudre ces problèmes, il faut tout simplement avoir une étude complète du système et pas tout simplement s'intéresser soit à l'électrode positive, soit à l'électrode négative. D'où cela peut se faire aujourd'hui avec des électrodes à deux compartiments, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur les électrodes positives et négatives. Alors vous croyez peut-être qu'on a fini. Non. Parce qu'il reste encore des parties dans l'accumulateur. A priori, j'ai tout traité. Mais qu'est-ce qui reste? Les collecteurs de courant. Et ces collecteurs de courant, là aussi, il va falloir les choisir correctement. Ils ne vont pas être inertes. Et vous allez voir que là aussi, ce qui va se passer. Ces collecteurs de courant, puisqu'ils vont directement transporter les électrons, ils doivent être conducteurs. Ils doivent avoir également beaucoup d'autres propriétés. En effet, si on regarde directement les matériaux qui ont un système de conductivité, l'argent, le cuivre, l'or, l'aluminium, ils doivent être de faible coût. D'où par conséquent, il est clair qu'on va éliminer l'argent et l'or. Ensuite, il ne faut pas que ces métaux s'allient, soit avec le lithium, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en ce cas, vous voyez que l'aluminium ne va pas être valable pour l'électron négatif, puisqu'il s'allie à directement 0,5 et 0,6 volts, d'où on ne pourra pas utiliser d'aluminium pour sûr comme électron négatif. Le cuivre, il est intéressant, mais lui, il s'oxyde à 3,5 volts, d'où on ne peut pas l'utiliser pour l'électrode positive, d'où par conséquent, on va terminer sur une anode de cuivre et une cathode d'aluminium. Mais, vous allez voir que ce n'est pas fini. Enfin, bien sûr, si on veut utiliser ces collecteurs de courant, il faut être capable directement d'en faire des films minces. Il faut qu'ils aient un poids relativement faible. Et enfin, il faut qu'ils soient chimiquement et thermiquement stables. D'où par conséquent, c'est ce genre de considération qu'il va falloir maintenant regarder pour améliorer nos électrodes et ainsi de suite. Mais là, ceux qui connaissent un peu l'électrochimie et l'aluminium, ils peuvent directement se douter qu'il va y avoir un problème. En effet, dans ce cas, voilà directement les électrodes qu'on va utiliser aujourd'hui, ou les collecteurs de courant, qui fonctionnent dans le domaine potentiel de 1 volt à 5 ergolol, ou de 0 à 3 volts. Mais il faut bien savoir que directement, l'aluminium est thermodynamiquement instable à des potentiels supérieurs à 1,39 volts. Et on travaille à 4,5, 4,8 volts. D'où, par conséquent, là aussi, la SEI va jouer dans ton rôle. Il va y avoir directement, la stabilité provient de la participation du film natif à LSO3. Et c'est pour ça qu'on peut, dans certains cas, vous allez voir que ça va être une problématique importante pour le futur dans le choix des électrolytes, avoir ce qu'on appelle de la corrosion et des piqûres. Et vous savez tous les dégâts que la corrosion peut apporter. Et cette corrosion, elle peut être sans application de courant, ou alors avec la dissolution électrochimique. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir également des études, je dirais conséquentes, des études, larges et fortes sur ces problèmes de dissolution. Et là, une fois de plus, tous les solvants que je vous ai mentionnés ont été une fois de plus répertoriés à façon de savoir quelle va être leur stabilité vis-à-vis de cette corrosion d'aluminium. Et vous voyez ici, toutes ces molécules ont été étudiées, c'est notamment les travaux du groupe de Martin Winter en Allemagne, et dans laquelle vous voyez directement la perte en poids en fonction directement des différents, électrolytes. Et les manips ont été réalisées avec des polarisations à 5 volts pendant 24 heures. Et vous voyez qu'il y a des électrolytes qui sont catastrophiques, comme la gamma butyrolactone. Par contre, vous en avez d'autres, comme directement l'adiponitrile, qui directement ont des réactions relativement faibles. D'où pour vous dire là aussi la complexité de définir l'électrolyte. Alors si on regarde maintenant plus en détail, alors ça ce n'est que des solvants. Vous voyez que dans les solvants, déjà, on a des problématiques. Maintenant, si on va dans les sels, c'est là où on va arriver à une distinction, drastique, dont je l'ai mentionné dans le premier cours, où si maintenant je regarde certains sels,
comme indiqué ici, notamment ce fameux lithium TFSI dont j'ai mentionné dans le premier cours, eh bien, tous ces sels ne corrodent pas l'aluminium. Ça veut dire qu'ils vont tout simplement être dissous continuellement. Et vous voyez bien ici, directement, une expérience qui est relativement faible, qui est relativement simple. Il suffit directement de mesurer le courant généré en fonction du potentiel. Vous voyez directement cette dissolution. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si maintenant on ajoute une faible quantité de lithium PF6, bien cette faible quantité de lithium PF6 va tout simplement préserver, si je peux dire, cette dissolution. Et ça va directement protéger et créer cette couche de passivation en surface. Et c'est la raison pour laquelle, si on prend maintenant lithium PF6, vous pouvez regarder ici, et bien dans ce cas, il n'y en a vraiment pratiquement pas de dissolution. Par contre, ce qui est intéressant de voir, que si maintenant on a préparé un collecteur de courant, qu'on l'a formaté dans lithium PF6, eh bien si vous le remettez dans lithium PF6, il va y avoir une dissolution de nouveau. D'où là aussi, si vous voulez, on peut directement poursuivre ces études et faire ça même en continu. Et c'est ce que le groupe a fait en dessinant une cellule, comme indiqué ici, où ils peuvent directement avoir un électrolyte, l'envoyer dans cette cellule polarisée avec lithium-aluminium et détecter la quantité, je dirais, d'aluminium dissous. Et cela, eh bien, pour différents, je dirais, potentiels, temps de polarisation, et ainsi de suite. Et le bilan final, c'est que vous voyez que si je prends lithium PF6, et je vais jusqu'à, par exemple, 5,2 volts, on a quand même des quantités infimes, je dirais, d'aluminium qui est dissous. Et finalement, si on compare ces deux sels, on s'aperçoit qu'il y a une dissolution qui est 200 fois plus importante dans le cas de lithium PF6 que dans le cas directement de lithium PF6. Alors tout ça, eh bien, ça va conduire automatiquement à des réactions, je dirais, des attaques de la feuille aluminium. Vous voyez ici directement des électrodes dans le cas de lithium PF6 après 1000 cycles où on voit directement très faible de piqûre, alors que dans le cas directement de lithium PF6, on dirait que la feuille d'aluminium a été directement perforée par plusieurs balles. D'où vous voyez directement la différence essentielle entre tout ça. Donc pour résumer, là aussi, un autre message, les collecteurs de courant sont essentiels à l'électrode positive. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'essaie de vous résumer tout ça sur ce dernier transparent pour aujourd'hui, dans lequel, finalement, voilà ce qui se passe dans le cas de lithium PF6. Eh bien, vous avez directement votre aluminium avec la couche d'Al2O3. Eh bien, lorsqu'on va directement monter au potentiel, et en présence tout simplement d'eau, on va avoir formation, je dirais, d'une réactivité avec lithium PF6 qui va directement pouvoir conduire à du HF. Il va vous donner directement cette couche de passivation qui est un oxyfluorure d'aluminium ou alors ALF3. Alors ça, c'est un mécanisme qui était valable, je dirais, jusqu'il y a de cela un mois, où les gens prétendaient qu'il nous fallait directement cette humidité ou cette eau pour générer cette couche de passivation. Et tout récemment, il y a de cela, je crois, de 2 semaines, un papier vient de sortir dans lequel les chercheurs prétendent que l'eau n'est pas nécessaire, car c'est tout simplement en allant à haut potentiel qu'on va directement extraire un proton de la molécule de carbonate d'éthylène, et ce proton va chimiquement directement aller réagir avec l'oxyde d'aluminium, ou alors avec le PF6 pour donner HF, qui va, dans ce cas, directement créer ALF3 en libérant de l'eau. Mais peu importe, il se trouve que lorsque vous mettez directement du lithium PF6, vous avez directement une couche de passivation. Par contre, ce qui se passe dans le cas eh bien, des électrolytes et du mouvement du TFSI, mais la réaction est suivante. Vous avez d'abord une oxydation, vous allez former directement un monocomplexe, comme indiqué ici. Après, vous allez former un bicomplexe, un tricomplexe, et vous voyez qu'en ce cas, vous êtes en train directement de manger votre électrode directement d'aluminium, c'est-à-dire que l'aluminium directement passe en solution. D'où, si vous voulez, voilà un peu ce que je voulais vous raconter directement sur tous ces problèmes, je dirais, d'interface, et j'espère vous avoir convaincu que ces interfaces sont primordiales à l'électrode positive, à l'électrode négative, et bien sûr, la difficulté, c'est maintenant comment on va pouvoir gérer tout ça. Et on va gérer tout ça, vous allez voir, par des utilisations d'additifs et des traitements de surface, et ainsi de suite. D'où ça, c'est directement le cours suivant. Vous allez avoir directement, je dirais, l'innovation dans ce traitement de surface par des additifs, et ainsi de suite. Mais sur ce, je voudrais directement vous remercier pour votre attention et introduire le conférencier suivant, qui, je crois, va encore vous parler d'interface, pour vous dire directement que les interfaces, c'est important. OK.
Donc voilà, je vais maintenant introduire Philippe Appiot, qui est directeur au CNRS et qui, je dirais, a travaillé sur les interfaces beaucoup plus longtemps que moi, pour sûr, et qui a utilisé pas mal de techniques dont il va vous parler, et qui était vraiment un spécialiste de l'interface. Vous allez savoir maintenant ce qu'est l'interface, mais rentrer dans le cœur de l'interface. Voilà, Philippe, je te laisse la parole. Écoute, merci.